Bonjour à tous, on se retrouve dans un nouvel épisode de Et toi, qu'est-ce que t'en as à foutre? Un peu spécial parce qu'on va continuer à parler football, mais pas avec un footballeur, mais avec un acteur du foot. Mehdi Sayoud, merci de m'accueillir ici dans les locaux belges à Tubize. On va appeler ça comme ça. C'est un plaisir, franchement, dès que tu m'as parlé de faire peut-être une vidéo concernant l'arbitrage. Moi, c'est avec un grand plaisir que je te parlerai de ma passion et surtout de mon job aussi, puisque je m'occupe du recrutement des arbitres à la CFF. Et donc, c'était vraiment un plaisir de pouvoir t'accueillir ici. En fait, c'est vraiment, il y a plein de choses à discuter qui sont inconnues du grand public. Et donc, on va aborder d'abord toi, ta carrière à toi, ta passion du ballon, même si tu es arbitre, mais ça reste, sans les arbitres, il n'y a pas de foot. Donc, on est d'accord, on va parler de ça. Et puis, on va parler globalement de l'arbitrage en Belgique et même un peu dans le monde, si tu es d'accord avec ça. Bien sûr, sans souci. Donc, la première question que je pose souvent, c'est comment est né chez toi l'amour du foot? Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a eu un truc déclencheur? Est-ce qu'il y a... Alors, l'amour du foot, c'est arrivé grâce à Gianluigi Buffon en 2006, lors de la finale contre la France, lorsqu'il fait l'arrêt sur la tête de Zidane durant le match. Je me suis dit à ce moment-là, je veux faire comme lui, je veux être gardien de but. Et c'est devenu mon idole à ce moment-là. Okay. Et c'est grâce à lui que je me suis vraiment lancé dans le foot parce que en 2006, j'avais exactement 12 ans. Okay. Donc, j'étais quand même pas si jeune que ça, alors que d'habitude, ça vient quand même plus tôt quand on commence et qu'on décide de se lancer dans le football. Et donc, suite à ça, je me suis lancé. J'ai commencé en tant que gardien. Je me rappellerai, j'ai commencé au club de Montagnier et j'ai joué pendant 4 ans en tant que gardien. D'accord. Et comment est-ce que tu as basculé du coup du côté arbitrage? Alors ça, c'est un élément dont je parle énormément durant les initiations arbitrage que je donne. C'est en fait grâce au hasard. C'est par le plus grand hasard que je suis arrivé dans l'arbitrage. Je faisais un stage de foot à Pierreuse. Je me rappellerai toujours, c'était avec Olivier Lannoy, qui est un éducateur de la province de Liège, et qui donnait un stage de foot. On avait le vendredi, donc le tout dernier jour, un tournoi de foot de rue qui se déroulait sur la place Saint-Lambert, puisque moi je suis de la province de Liège, et on avait un tournoi là-bas qui était arbitré par des arbitres officiels. Je joue mon tournoi et je me souviens avoir discuté par le plus grand des hasards avec un arbitre qui s'appelait Kevin Sanglier. Et j'ai discuté comment est-ce qu'on fait pour devenir arbitre de foot. Il m'a expliqué qu'avant, c'était assez long quand même. On avait 3 semaines et durant 3 semaines, on avait 3 cours en soirée, plus l'examen. Et suite à ces cours et l'examen, alors on pouvait commencer à arbitrer. Mais si je n'avais pas été à ce tournoi, je pense que jamais je ne serais devenu arbitre de foot. Ok. Et donc, ça a été une révélation de pouvoir parler avec lui et de se dire, tiens, il y a moyen d'avoir une influence peut-être sur le jeu, Mais ce qu'il y a, c'est que je savais déjà, à cet âge-là, que, ok, je m'amusais bien, je prenais plaisir en tant que footballeur, ça c'est clair et net, et j'en prends toujours quand je joue mini-foot avec mes amis, mais je savais tout de suite que j'allais pas aller très très haut dans la hiérarchie du foot, parce qu'avec mes 2 pieds carrés, c'est très compliqué. Mais je me suis dit, pourquoi pas? Je suis rentré chez moi, j'ai proposé à ma maman, j'ai dit, écoute, j'aimerais bien essayer l'arbitrage. J'avais déjà un certain caractère, ça c'est clair, mais je me suis dit, pourquoi pas essayer? Au pire, je fais les cours, j'essaye, ça me plaît pas, j'arrête. Sauf que là, j'ai fait les cours, j'ai essayé, et je me rappellerai toujours, mon premier match, c'était sur un athlétique contre Oreille en U12 qu'on appelait avant minime, parce qu'avant dans cette catégorie il y avait encore des arbitres officiels. Et donc j'ai essayé, j'ai été parrainé par Ludovic Bram, qui était un ancien arbitre qui arbitrait à ce moment-là en P4, P3. Donc c'était pas quelqu'un qui arbitrait tout en haut. Néanmoins, il a été de précieux conseils. Il m'a vraiment donné des éléments qui m'ont permis d'évoluer. Je l'ai suivi également le dimanche à ses matchs, même en P4, P3, et je le regardais pendant chaque week-end, je le regardais arbitrer, et avec des yeux comme ça, et moi, je voulais vraiment arriver à ce niveau-là. Et on parle alors là que de P4, P3, mais j'avais déjà Ludovic comme objectif, et j'ai accroché directement, en fait. Dès que j'ai pris le sifflet et que j'ai fait mon premier match, et que je suis rentré dans mon vestiaire après mon match, je me suis dit, ah ouais, je veux vraiment continuer là-dedans. Ouais, parce que c'est quelque chose, je crois que tu le sens ou tu le sens pas. Quand tu
Ça dépend, ça dépend. Je pense qu'il y a des personnes qui vont accrocher directement, ça c'est clair, comme pour tout sport au final. Il y a des gens qui vont vraiment se lancer dedans et qui vont, comme j'ai eu moi, alors on va se sentir à l'aise directement. Puis il y a d'autres qui vont être peut-être en demi-teinte ou qui vont avoir un sentiment mitigé ou partagé. Okay. Et donc là, ça va être à nous, les formateurs de la CFF, les parrains, les autres arbitres, etc., de essayer de faire en sorte que la personne reste au final, reste et accroche réellement à l'arbitrage. Ok. Et donc, en fait, toi, ton boulot ici, donc tu es responsable recrutement pour la Belgique. Alors non, attention, je suis responsable du recrutement pour la Wallonie, donc pour la CFF, donc c'est-à-dire Bruxelles et Wallonie, et évidemment la région germanophone également, puisqu'on a la région germanophone dans la province de Liège. Alors du côté flamand, c'est mon homologue Eric Lambrex qui est arbitre en D1, lui, au niveau international également, qui lui s'occupe alors du recrutement pour la VV. Et donc tu fais des formations dans les clubs, surtout auprès des jeunes, c'est comme ça que j'ai pris contact avec toi. Parce que j'ai vu que tu en avais fait une au RFCL. Alors c'est un des projets que l'on met en place. Donc un des projets évidemment qui pour moi est vraiment important et indispensable, c'est d'aller dans les clubs et d'expliquer aux jeunes, aux parents, aux coachs, au staff, aux membres du club, mais c'est quoi être arbitre? C'est les mettre face à des vidéos, à les mettre à la place de l'arbitre, les faire essayer, les faire prendre également le sifflet quand on a la partie pratique qui est possible également, soit parce qu'il fait beau donc on en profite. Si évidemment s'ils prennent le sifflet alors qu'il fait moins 10, ils vont déjà avoir une image biaisée de l'arbitrage. Mais en tout cas, quand on peut faire la partie pratique, ben c'est clair que les mettre à la place de l'arbitre, c'est se rendre compte, les sensibiliser et surtout, ben certains vont se dire ah ouais, moi j'aime bien, je vais essayer et je vais me lancer. Et puis il y a une façon d'inculquer aussi le respect qu'il y a à avoir envers les arbitres. Il faut commencer dès le plus jeune âge, je pense, à montrer ça. Alors évidemment, c'est une question d'éducation, mais également c'est le job également des coachs, des staffs, des clubs entre guillemets éduquer, mais surtout parler du respect. Parler du respect qui doit être dans les deux sens. Attention, il doit y avoir du respect des joueurs et du staff vers l'arbitre, mais il doit y avoir du respect de l'arbitre vers les joueurs et vers le staff. Ce sont des personnes qui sont pendant 1h30 ensemble sur un terrain, et si le respect va dans les deux sens, ça ne peut que bien se passer. Ça, c'est indispensable. On dit toujours, et tu me l'as dit avant de commencer, pas d'arbitre, pas de foot, mais pas de joueur, pas de foot non plus. Pas de foot non plus, on est d'accord. Donc c'est important d'avoir ce respect dans les deux sens. Ouais. Et donc on va parler juste du recrutement. Comment ça se passe en Belgique? Imaginons un jeune ou moi, je veux devenir arbitre demain. Alors, tu as plusieurs possibilités pour devenir arbitre. Donc la première, c'est la partie classique, c'est-à-dire tu as 3 étapes. La première, c'est de t'inscrire pour l'e-learning, puisque maintenant la formation de base se fait en e-learning, donc de chez toi. Tu vas regarder les vidéos sur toutes les lois du jeu, plus quelques vidéos sur d'autres éléments importants de la partie arbitrale. Ça, c'est la première partie. Une fois que tu as fini l'e-learning, tu as la deuxième partie, c'est la visioconférence avec moi sur comment un arbitre se place sur le terrain. Parce que tu sais qu'un arbitre, il va pas se placer comme un joueur d'office, et surtout, il va devoir avoir la meilleure position pour juger la phase sans gêner les joueurs. Donc, parfois, c'est pas si simple que ça. Donc, c'est pour ça qu'on prend vraiment le temps de faire une grosse visioconférence. Ça se fait une fois par mois avec les candidats qui ont terminé à la première étape. Durant cette visioconférence, on voit également le coup de sifflet, puisque c'est hyper important de savoir siffler au final. Et comment signaler, comment faire comprendre aux autres, donc aux joueurs, aux coachs et au public, les décisions que tu prends. Ça, c'est la deuxième étape. Et alors, la troisième étape, c'est l'examen en présentiel. L'examen en présentiel, tu as la possibilité, en fonction de ta province, d'aller dans un centre de ta province. Mais si par ton agenda, tu as plus facile d'aller sur Bruxelles, alors que tu viens de Liège, parce que tu es sur Bruxelles à ce moment-là ou quoi au caisse, eh bien, tu peux également. Donc, tout le monde peut aller où il veut passer son examen, puisque de toute façon, c'est le même examen partout. C'est ça. Voilà.
Et ça, ce sont les 3 étapes pour devenir arbitre. Alors, une fois que tu as fait les 3 étapes et que tu as réussi l'examen, nous, on t'offre évidemment toute ta tenue. Ok. La première tenue, on t'offre les cartons, le sifflet, on te donne plein de conseils pour débuter. Mais le plus important, c'est que dans les provinces, les présidents de bras envoient des formateurs pour les nouveaux Ok. arbitres. C'est-à-dire, pendant leurs 4, 5, 6, parfois même premiers matchs, ils vont avoir quelqu'un qui sera là pour les aider dans les tâches administratives, pour les rassurer, pour les mettre en confiance, pour les conseiller et faire en sorte qu'ils commencent sur de bonnes bases. Ouais, c'est ça, et faire un débriefing après. Exactement. Alors ça se fait à tous les niveaux, évidemment, pour pouvoir progresser, mais c'est hyper important qu'au début, nos jeunes soient suivis, soutenus, conseillés et surtout qu'ils commencent avec une base solide dans l'arbitrage. Et donc je suppose que quand on commence arbitre, on commence entre guillemets au bas de l'échelle avec les enfants. Tout à fait. Donc on commence en U14. Alors évidemment, ça dépend évidemment l'âge du candidat. Oui. Si le nouvel arbitre a 15 ans, d'office il va commencer en U14. Ouais. Maintenant, si le nouvel arbitre a peut-être 40, 45, 50 ans, ce qui arrive également, il faut pas croire qu'il y a que des jeunes et il faut bien se dire qu'on a besoin de tout le monde dans l'arbitrage, que tout le monde est le bienvenu. Surtout qu'il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins, ça c'est clair, mais il faut vraiment se dire que tout le monde est le bienvenu et il faut pas se dire parce que je suis trop vieux ou quoi. Non, il y a des catégories pour tous. Okay. Donc, si la personne a 45, 50 ans, elle va peut-être commencer en U14 et rarement, mais ça peut arriver en U16, en U15 et rarement, et ça peut arriver en U16. Voilà, ça c'est très rare, mais ça peut arriver également. Et comme j'ai dit, ils seront suivis les 4, 5, 6, s'il faut, premier match pour les faire développer. Et comment, pour les jeunes, comment évoluer? Donc, comment on passe justement de catégorie? Alors, l'arbitrage, c'est un truc. Allez, je suis coach, je suis prof d'éducation physique également. C'est vrai que dans tous les domaines, on va conseiller le sportif, on va lui donner des conseils techniques, etc. Mais l'arbitrage, il n'y a rien à faire. On a besoin d'avoir un œil, soit de se voir soi-même, mais c'est hyper important d'avoir un œil extérieur pour pouvoir s'améliorer. C'est ça. Il faut quelqu'un qui nous conseille sur telle ou telle phase, sur tel ou tel moment, sur telle ou telle gestion de telle ou telle faute. Il est important d'avoir quelqu'un qui soit là pour nous conseiller parce que lorsqu'on est dans le match, je vais dire, on est entre guillemets dans sa bulle et on a une vision du match. Oui, oui. Parfois, on a beau être bien placé, on a beau suivre le jeu correctement, malheureusement, on va peut-être passer à côté de quelque chose parce qu'on a le regard attiré par autre chose sur le terrain. Et la personne qui aura un œil extérieur va nous permettre de nous rendre compte de ce qu'on a peut-être loupé. Mais c'est important également que la personne qui est à l'extérieur nous parle également des points positifs. Oui, parce qu'on ne peut pas décourager aussi. Exactement. On ne peut pas que parler de ce qui a amélioré ou de ce qui n'a pas été. Dans chaque match, il y a des points positifs, des points améliorés. Okay. Donc, il faut vraiment en parler à chaque match. Et donc, la personne qui est là, qui est à côté, c'est elle qui a un rôle hyper important pour que l'arbitre se développe. Ok. Et donc, je suppose qu'au fur et à mesure, il y a une certaine cotation. Tout à fait. Tout à fait. En fonction des. Donc, il y a deux types d'observations. Il y a les observations coaching. Ouais. Et il y a les observations examen. Okay. Les observations coaching, le rapport est fait comme pour un examen. Donc, on a différentes catégories d'observation. Donc, par exemple, le déplacement, la condition physique, la signalisation, l'utilisation coup de sifflet, le respect des lois du jeu, voilà, la collaboration avec les assistants quand on arbitre à 3. Et on a des conseils par rapport à chacune des catégories. Ça, c'est l'observation. Okay. Quand il y a un examen, en plus, il y a une cotation et il y a des points positifs et des points à améliorer qui sont mis en avant par l'observateur. Et en fonction des cotations, eh bien, on est classé dans tel ou tel groupe. Donc, il y a toujours la filière libre et il y a toujours la filière avec les groupes dans lesquels on retrouve les arbitres qui ont peut-être du talent, qui montrent une certaine facilité à arbitrer, qui sont également très ouverts et très disponibles par rapport au match à arbitrer. Donc voilà, il y a différents groupes en fonction des catégories dans lesquelles on arbitre. Et justement, c'est une question qu'on m'a posée. Qu'est-ce que vous cherchez justement chez un arbitre où vous vous dites, lui, il a du talent, il va pouvoir monter? Alors, la première chose, c'est
c'est ce que je dis toujours quand je fais soit les initiations, soit les stages BISEREF également, où les jeunes peuvent venir découvrir l'arbitrage comme un stage de foot, par exemple. c'est ça. Ils font un stage d'arbitrage. La première chose, c'est oser prendre une décision. Ça, c'est hyper important. Oui. Parce que être sur le terrain, voir, tout le monde voit. Oui. Tout le monde peut être sur le terrain, mais certains vont avoir plus facile que d'autres d'oser prendre la décision. Et l'arbitre, au final, c'est ça. Son job, c'est de prendre des décisions, de décider et d'arbitrer les débats entre deux équipes. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va regarder déjà la justesse aussi des décisions, parce que c'est pas tout de prendre des décisions. Il faut que derrière, il y ait quelque chose de correct, de cohérent, de juste par rapport aux lois du jeu également. Ensuite, est-ce que l'arbitre est à l'écoute? Je vous parlais tout à l'heure du fait d'avoir quelqu'un sur le côté pour coacher, mais si la personne est sur le côté et qu'elle se retrouve face à un mur qui n'est pas d'accord, ou qui n'est pas d'accord, ou qui ne veut pas tout simplement, ça peut arriver aussi, ça va être difficile de pouvoir lui apprendre des choses pour pouvoir se développer. Et voilà, après, certains vont avoir plus facile que d'autres à intégrer les lois du jeu et à les mettre en application, plus facile que d'autres dans le contact avec les joueurs, plus facile que d'autres à siffler telle ou telle faute ou à prendre les grosses décisions au moment important. Donc voilà, c'est vraiment l'arbitrage. Il faut pas se dire que l'arbitrage, c'est juste prendre des décisions. C'est vraiment un tout, mais c'est également une partie très sportive. Parce qu'au final, j'étais avec Jonathan Lardo hier soir dans un débat concernant l'arbitrage, et il a dit devant les autres que durant le Classico, Anderlecht Standard qui s'est joué avant-hier, il a fait 15 km. 15 km, il faut pouvoir les courir. Et attention, c'est pas 15 km de marche, pas 15 km de jogging, c'est de la marche, de l'accélération, des sprints en aller-retour également. Donc ça demande, c'est quand même une très très grosse partie athlétique également. Voilà. Oui, c'est même plus que certains joueurs sur le terrain. Ah, c'est plus que si on prend les défenseurs, par exemple, défenseurs centraux, ils font jamais 15 km sur un match. On parle pas du gardien parce que c'est un poste différent, mais oui, il y a pas mal de joueurs qui font moins de 15 km sur un match. Et on va en venir justement à la professionnalisation au niveau arbitre. Pour le moment, en Belgique, les arbitres sont semi-pro, c'est ça? Tout à fait. Donc, alors, une partie des arbitres de D1 seulement sont semi-pro, c'est-à-dire qu'ils ont un contrat avec l'Union belge, donc ils ont un mi-temps, en fait. C'est ça. Plus, alors, ils ont les matchs qui sont arbitrés, et lorsqu'ils arbitrent, ils ont une certaine somme qui leur sont octroyées en fonction des matchs arbitrés. Mais ça arrive dans mes questions après, justement, parce que on avait lu, je crois que c'est au mois d'octobre, que les arbitres réclamaient un peu plus d'argent. Donc, si ce que j'ai trouvé est bon, ils ont donc un salaire fixe du mi-temps, plus l'arbitre central a une prime au match qui vaut plus ou moins au salaire du mi-temps, si j'ai bien lu. Oui, qui est peut-être un peu plus. C'est une histoire de 2500 €. Non, ils sont en dessous. Il me semble que c'est aux alentours de 2002. Voilà, c'est ça. Et brut, évidemment. Oui, brut. Et les juges de ligne sont eux à 400-500. Non, un peu plus. En D1A, ils sont un peu plus. Ils sont aux alentours de 800. Voilà. C'est j'avais peut-être de vieux chiffres, mais c'est pas grave. Oui, parce ils ont eu l'augmentation également. Ce qui est en soi, quand on réfléchit par rapport à ce que prennent certains joueurs. Oui. Parce que je vais y revenir après. C'est un sportif de haut niveau, l'arbitre central. Hein. Finalement, oui. C'est 5 à 6 entraînements semaine, plus des sessions techniques, plus une pression qui est folle, qui est peut-être plus importante que ce que certains joueurs n'ont sur eux finalement. Donc certains disent oui, c'est beaucoup. Non, par rapport au sacrifice, par rapport à la vie familiale, par rapport au temps accordé, par rapport aux sessions d'entraînement réalisées, c'est une bonne somme, mais ça ne correspond pas à tout ce qui est mis en place par l'arbitre pour pouvoir être à ce niveau-là. En fait, c'est ça, si on se base juste sur les chiffres qu'on voit dans les journaux, on peut se dire, oui, finalement, fin du mois, un arbitre qui a fait 3 matchs, il peut arriver à 10 000 € brut par mois. Et comme tu dis, ça, j'étais pas au courant que c'était 6 entraînements semaine, plus les techniques, en fait,
c'est quasiment, il passe un temps plein Ah oui, quasiment. ici. Quasiment la majorité, donc sont évidemment semi-pro. Donc ça veut dire que sur le côté, en étant semi-pro, c'est très difficile d'aller faire un temps plein dans une autre entreprise. Donc oui, c'est un travail, c'est quasiment un travail à temps plein en fait, être arbitre. Parce qu'après, il faut penser également au repos. Les joueurs, ils ont kinés, médecins, qui sont là tout le temps, du temps de repos, etc. Et ils ne font que ça au final. Ils ne font que ça. Un arbitre sur le côté travaille encore, en partie, en tout cas une grosse majorité d'entre eux travaillent encore, ce qui est quand même pour le mental compliqué. Ouais. Est-ce que en Belgique, c'est prévu d'arriver à une professionnalisation complète des arbitres? C'est un projet, c'est quelque chose que... Je ne saurais pas, honnêtement, je ne saurais pas te le dire par rapport à ça parce que moi, je ne suis pas dans le PRD, donc dans le Professional Referee Department. Moi, je m'occupe du côté ACFF, du recrutement. Il y a encore des choses que moi, je ne maîtrise pas, évidemment. C'est ça. Parce que, on a souvent tendance à dire que le niveau arbitral en Belgique et en France, on compare souvent les deux, est assez moyen, voire faible. Quand, si on se base juste sur ce qu'on voit à la télé, de nouveau, comment est-ce qu'on pourrait améliorer ça? Donc, alors, avant d'améliorer ça, il y a un élément qui est très important. C'est pourquoi est-ce que il faut se dire, la réflexion, elle va plus loin. Pourquoi est-ce que les gens disent le niveau des arbitres en Belgique est faible? Déjà, quels sont leurs critères de comparaison? Première chose. Ensuite, comment peuvent-ils juger que l'arbitre a été bon ou que l'arbitre n'a pas été bon dans telle ou telle décision si derrière le règlement n'est pas connu? Tu vois ce que je veux dire? Oui, si ça y est beaucoup. Lorsqu'il y a une carte rouge qui est mise par exemple pour une occasion nette de but, les gens ne vont pas parler d'occasion nette de but, ils vont dire dernier homme. C'est un exemple clair. Les gens disent dernier homme. Quand je dis les gens, c'est les spectateurs, mais c'est surtout, et là, je trouve ça dommage, surtout les commentateurs. Oui, aussi. Les commentateurs dont c'est le métier de commenter un sport, donc ils devraient connaître les règles du sport qu'ils sont en train de commenter. Dernier homme. Dernier homme, ce n'est en fait qu'un critère pour décider si on est dans une occasionnette de but ou pas. Et si on est dans une occasionnette de but, alors peut-être on va mettre rouge si on est en dehors de la surface de réparation. Et je vais même aller plus loin. Certains disent, oui, mais pourquoi est-ce qu'il met rouge dans la surface de réparation? Il n'y a plus la double sanction. Ça aussi, c'est dans mes questions pour après. Mais la double sanction, ça n'arrive que dans certains cas. Dans le cas où le joueur qui fait la faute ne joue pas le ballon, joue complètement l'homme. Il ne tente pas de jouer le ballon. S'il ne tente pas de jouer le ballon, la double sanction, elle reste. Donc, rouge, penalty. Si par contre, il essaye de jouer le ballon, jaune, penalty. Tu vois? Mais ça, ce sont des choses que à la télé, on n'entend jamais. En fait, il faudrait que les commentateurs viennent faire une formation d'arbitre. Les gens qui sont à la télé ont un impact beaucoup plus important que ce qu'ils ne pensent. Ils ont un impact sur les gens qui regardent, sur les jeunes, sur les moins jeunes, sur les plus vieux, sur toutes les personnes qui regardent le foot. Et même en cascade sur les joueurs et sur le staff, les clubs, etc. Tout ce qui se passe à la télé se répercute dans le football en D1 national, D2, D3, football provincial et chez les jeunes. C'est pour ça qu'il serait bien plus qu'important que les personnes qui interviennent pour le foot à la télé suivent une formation sur le règlement pour qu'ils puissent comprendre telle ou telle phase, telle ou telle intervention. Et c'est pour ça, j'en reviens à ta première question, que les gens ne comprennent pas. Et quand on ne comprend pas, on dit ça va pas. Et quand on dit ça va pas, on dit l'arbitrage en Belgique n'est pas bon. Ok, mais il y a quelqu'un qui avait dit mais c'était plus fin des années 90 où il y avait Pierluigi Collina qui est quand même une icône de l'arbitrage, même si même lui il a fait des bourdes aussi, faut l'accorder. Évidemment, on a toujours l'image de Pierluigi Collina qui fait des matchs top, super bien. Il fait ses gros yeux et machin, mais il a fait des bourdes aussi. Tout le monde, tout arbitre. Mais il y en a un qui disait quand on ne parle pas de l'arbitre, c'est qu'il a fait un bon match. En soi, c'est vrai.
Un peu comme un La politicien. majorité du temps, c'est vrai. Notre but, à nous en tant qu'arbitre, quel que soit le niveau, hein, quel que ce soit de la D1 à plus bas, si on sort du terrain, que l'on n'a pas eu d'impact négatif sur le score, C'est ça. notre job, il est fait. Si on ne parle pas de l'arbitrage, on veut même pas qu'on dise l'arbitre a été bon. Si on ne parle pas de nous, notre job, il est fait. On a réussi notre match. Voilà. Attention, parfois, on va parler de nous parce que les gens ne comprennent pas ce qui est arrivé. Ouais. Encore une fois, je reviens au règlement. Et parce qu'ils ne comprennent pas, ils vont dire l'arbitre a été mauvais. Ok. Ou dans telle décision, ce n'était pas bien. Voilà, tu vois? Mais je pense que le jugement vient avec la modernité. Et le deuxième point que j'arrivais sur l'arbitrage, c'est l'arrivée des technologies. Donc en Belgique, on a eu la goal line technologie Tout à fait. qui a été retirée. Je ne suis pas sûr qu'on l'a eu, la goal line technologie en Belgique. Parce que la goal line technologie, elle demande qu'il y ait des caméras installées tout autour du stade pour pouvoir modéliser, en fait, le but, enfin, les buts Ouais. en 3D et voir le moment où le ballon franchit entièrement la ligne. Je pense, et je suis même quasiment sûr qu'en Belgique, on n'a pas eu la goal line technologie. Par contre, on a le VAR en D1. Voilà. Voilà. Et donc les gens s'attendaient à ce qu'il y ait entre guillemets une révolution au niveau de l'arbitrage, que il y ait plus ce sentiment de discussion de il y a une image, elle est là, donc on peut prendre la décision à partir de l'image. Et on a l'impression qu'en fait c'est encore plus chinois qu'avant. Ce qu'il y a, c'est que maintenant les gens voient, donc ils voyaient déjà les images avant, ça c'est clair. En plus, il y a Mais comme on revient dessus, le problème il revient à ce que je t'ai dit juste avant. Si les gens ne comprennent pas ce qui se passe, ouais. Si les gens n'ont pas en tête, dans tel cas c'est jaune, dans tel cas c'est pas de faute, dans tel cas c'est pas de carte, dans tel cas c'est rouge, on a beau leur mettre n'importe quelle image, Ouais. ça restera, il y aura toujours des phases d'incompréhension et ça c'est humain, quand l'humain est dans une phase d'incompréhension, on se braque et on a plutôt un avis négatif face à ce que l'on voit. Maintenant, le VAR, qu'est-ce qu'il a fait? Le VAR, on a tous dit, oui, c'est bien, le VAR va arriver, va régler tous les problèmes. Non, il a déplacé le problème en fait. Il a déplacé le problème. Aussi. Donc, ça, il faut se dire que derrière le VAR, ça reste un homme, ça reste un être humain. Et l'être humain, faire du 100% toute sa vie, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'on a tous par rapport à une même phase. Il y a une interprétation. Il y a une interprétation. Par rapport, si on prend une phase de challenge, donc là où deux joueurs vont jouer le ballon, ouais. D'accord? Un joueur est en possession du ballon, l'autre vient lui disputer la balle et commet un tacle. Sur le même tacle, et c'est une expérience que je fais lorsque je fais des initiations, je demande aux gens de regarder des phases qui sont claires, qui sont très claires, ouais. Et puis je leur donne des cartons jaunes et rouges. Je leur dis, donnez-moi votre sanction disciplinaire. Il faut qu'il y ait une carte, jaune ou rouge. Ouais. Je n'ai jamais du 100%. Okay. Jamais. Et pourtant, on voit et on revoit l'image, la vidéo, et je n'ai jamais du 100%. Pourquoi? Parce qu'on a tous notre sensibilité différente par rapport à ce que l'on voit. On décode tous les images avec notre propre décodeur. Ouais. Et il y en a qui sont chez tel opérateur, d'autres chez tel opérateur. Ouais, bien sûr. Et ben, c'est avec ça que l'on va décoder nos images. Alors, les arbitres, évidemment, ils ont, comme je t'en parlais, des sessions techniques pour essayer d'homogénéiser ce décodeur et cette sensibilité par rapport aux phases. Mais il n'y a rien à faire. Du 100%, c'est quasiment impossible. Qu'on ne se dise pas dans un match, bah tiens, ça avait été tel arbitre, il ne l'aurait pas sifflé ou un truc comme ça. Et justement, il y a un truc qui commence à mettre en place en France, c'est le micro sur les arbitres centrales. Est-ce que t'es pour ou contre cette idée? Alors là, je ne parle pas de la position de la CFF. Non, juste toi. Moi, Mehdi Sayoud. Oui. Je trouve que ce serait positif. Pourquoi? Parce que je pense que beaucoup de personnes ne savent pas la façon dont parfois les joueurs ou le staff s'adressent à l'arbitre. Je pense que beaucoup de personnes découvriraient des choses qui parfois, attention, parfois, pas tout le temps, parce qu'il y a de très bons moments également, il y a de très bons échanges, il y a des moments de rigolade avec les joueurs, et moi je pense que c'est hyper important d'avoir ce contact avec les joueurs, mais
les gens découvrir également les côtés plutôt négatifs de ce que parfois peuvent dire les coachs, ce que parfois peuvent dire les joueurs. Ouais. Et là où ce serait positif en plus, c'est que les gens comprendraient la vision de l'arbitre sur telle ou telle phase. Après, c'est impossible que l'arbitre explique toutes ses décisions. Oui. Néanmoins, lorsqu'un arbitre discute avec son assistant avec son assistant sur une faute, est-ce que pour moi c'est jaune, toi non, t'es sûr? Oui, mais il touche le pied. Tout ça, ce sont des choses qu'on ne connaît pas. Ouais. Justement, la vidéo qui est ici à l'écran, c'est une vidéo qu'on a tournée cette année-ci en coupe, c'était à Richel. On a capté les communications entre les trois arbitres pour justement mettre les gens à la place de l'arbitre et se rendre compte de ce que c'est qu'être arbitre et de discuter avec ses assistants. C'est génial. Et les gens ne connaissent pas ça. Non. Les gens n'ont pas cette vue. Et moi, je trouve que ce serait hyper pédagogique et super positif pour les arbitres. En fait, je fais partie des gens qui je critique les arbitres parce que je suis un supporter de foot et que il y a des choses parfois qui sont plus évidentes d'en haut du terrain ou de la télé que de voir ça. Mais en même temps, je suis le premier à dire que les arbitres ne sont pas protégés au quotidien, que ce soit sur le terrain ou même parfois aux sorties de terrain, et qu'il faut absolument faire quelque chose pour ça. Et il suffit de voir l'exemple donné en D1 des joueurs qui se ruent sur les arbitres, qui poussent les arbitres, et donc je trouve que instaurer un micro déjà va calmer certains. Et comme tu dis, rendre un peu plus de clarté, et pourquoi pas même le mettre dans le VAR pour comprendre aussi que les arbitres dans le VAR, même si j'ai l'habitude de m'en moquer parfois, parce que je compare ça à avant c'était la camionnette, donc c'était la baraque à frites, mais oui. Maintenant, tu parlais de professionnalisation. Maintenant, on a tout ici à Tubize. On a une seule salle avec les différents postes et tout se fait ici. Voilà, ça prend du temps. On peut pas tout faire parfaitement dès le début. Oui, bien sûr. On apprend aussi des erreurs. Et là, on voit si on est dans le bon sens ou pas. Oui, on a appris des erreurs qu'on a fait avec la camionnette, etc., les problèmes techniques. Maintenant, on est à Tubize et je vais dire 99,9 fois sur 100, ça se passe très bien au niveau technique. Donc, après, ça reste de la technologie et ça peut tomber en panne, malheureusement. Et quand la technologie tombe en panne, il faut revenir aux bases. Et c'est ce que je dis toujours à mes assistants quand je leur donne mes consignes avant le match. On a l'oreillette, c'est très bien et c'est une aide incroyable. Mais si l'oreillette tombe en panne, que j'ai eu le cas il y a 2 semaines à Liège contre Penn, je remplaçais en U19 en match de coupe, et les 15 dernières minutes, un joueur vient contre moi, tape mon épaule sans faire exprès parce qu'il me rentre dedans, il m'a pas vu, il éteint mon oreillette. Je n'ai jamais réussi à la redémarrer, donc les 15 dernières minutes, on est revenu à la base de l'arbitrage, c'est contact visuel, orientation du corps pour expliquer les décisions à son assistant, etc., communication. Mais voilà, donc ça, c'est la base de l'arbitrage. Maintenant, c'est clair que la technologie, les joueurs s'en servent, les staffs s'en servent. Il faut que l'arbitrage s'en serve également pour améliorer les décisions, ça c'est clair. Et comment... Il y a une question aussi qui m'a été posée, c'est comment expliquer que parfois des décisions qui ont l'air pourtant évidentes prennent 5, 6, 7 minutes par le VAR? Parce que, première chose, il faut qu'on soit sûr de la bonne décision. Ça, c'est clair. Et puis, il y a rien à faire. Le côté humain. Le VAR, c'est une machine. Ils sont 3 en plus. Ils sont 3. Mais attention, il faut savoir que dans le VAR, les 3 ne prennent pas les décisions. Donc, dans le VAR, il y a 3 personnes. Il y a le VAR, c'est la personne au centre. C'est lui qui prend la décision finale pour soit intervenir ou pas. Il y a son assistant VAR, celui qui est à sa droite, qui lui va plutôt checker les hors-jeux, les possibles hors-jeux, mais également aider le VAR dans la prise de décision. Et alors il y a celui de gauche qui lui n'a aucun impact sur les décisions, c'est plus un technicien, c'est le VAR opérateur, et lui il va tracer la ligne du hors-jeu, la ligne 2D, la ligne 3D, il va choisir le bon angle à montrer à l'arbitre, il va faire les loops de vidéo, il va mettre le ralenti, il va faire le zoom. Voilà, donc lui, il a vraiment un rôle technique, mais qui est primordial. Parce que sans les bonnes images,
eh bien, on ne saurait pas prendre la bonne décision. Et puis, il y a le temps aussi de trouver les bonnes images. Oui. Avant de prendre les bonnes décisions, il faut pouvoir voir l'image sous le meilleur angle. Et parfois, rien que choisir la bonne image, ça aussi, ça peut prendre du temps. Nous, dans le VAR, quand je dis nous parce que je suis en train de faire ma formation pour être VAR opérateur en D1. Quand on fait un review officiel, on a un chrono qui tourne devant nous hein, et on le voit. Donc notre but, c'est évidemment d'aller le plus vite possible, mais il faut dire que dans le règlement FIFA, il n'y a pas de temps maximum. Il n'y a pas de temps maximum pour prendre la décision. L'objectif final, c'est de prendre la bonne décision. C'est pour ça que parfois ça prend un peu de temps et il n'y a rien à faire. Quand on est sur le terrain et qu'on attend, le temps peut paraître long. Mais quand on est dans le poste VAR, il reste pas comme ça à se regarder dans le blanc des yeux. Il bosse non-stop et c'est 3-4 minutes de pression, de choix, de discussion par rapport à la phase qu'ils sont en train d'analyser. Et ça, justement, c'est déjà bien. C'est déjà un pas qu'ils ont fait en mettant la caméra pour pouvoir voir, pour permettre aux gens de voir aussi ce qui se passe dedans. Je trouvais ça bien. Mais l'exemple le plus précis, le plus récent que j'avais, c'était le Classico, le premier but de Dreyer, qui a mis, je crois, c'est 3-4 minutes à être validé pour un possible hors-jeu ou pas. Alors là, il faut que les gens qui vont regarder cette vidéo soient aussi au courant que dans les technologies du VAR, il y a différentes technologies. Différentes technologies qui coûtent plus ou moins cher. On n'a pas la même technologie de VAR ici à la RBFA que à la FIFA, par exemple. À FIFA, c'est une technologie semi-automatique qui, de par le nombre de caméras qui sont déjà les caméras de la télé, mais en plus les caméras qui sont installées sur le toit du stade. Donc, de par tout ce nombre de caméras, on peut créer une image en 3D de tous les joueurs, du ballon et de tout ce qui se passe sur le terrain. Et grâce à ça, ça fait une ligne semi-automatique. L'opérateur, qui n'est au final pas un arbitre, c'est un technicien là-bas, il appuie sur un bouton et sa ligne, elle est tracée. Ça va. Ici, en Belgique, il y a tout un processus à faire pour pouvoir arriver à la bonne décision et à tracer la ligne 2D ou 3D. Donc en fait, c'est vraiment tout est manuel en Belgique et il faut faire, c'est ça. Il y a tout un processus avec des étapes hyper importantes à réaliser pour pouvoir sortir une ligne 2D ou 3D précise. C'est ça. Et c'est ça qui prend au final du temps. En fait, il y a des étapes par lesquelles on est obligé de passer et pour lesquelles on ne peut pas réduire le temps. Donc, c'est impossible que ça soit en 10 secondes, hors-jeu, pas hors-jeu, sauf si image claire et flagrante. Là, oui. Et il y a une question qui m'est venue ici en voiture, justement, en venant. C'est l'exemple de l'arbitre ici cette semaine, il y a eu Malines Bruges. Et j'ai vu la Review Commission qui disait que l'arbitre était suspendu de VAR, Monsieur Van Damme, je pense. Qu'est-ce qui se passe pour lui dans ces cas-là? Alors, honnêtement, je ne pense pas avoir la bonne réponse parce que je ne suis pas à ce niveau-là il continue de s'entraîner jusqu'à être réhabilité. Bien sûr, lui, il va continuer ses entraînements, il va continuer à faire d'autres matchs, évidemment. Peut-être que, comme tu as dit, parce que moi, je n'ai pas vu la vidéo du PRD, je sais pas s'il est suspendu ou pas au caisse, mais il faut se dire que, et ça, c'est important que les gens le savent également, un arbitre ne va pas à un match en se disant je vais flouer telle ou telle équipe parce que derrière il y a sa carrière qui est en jeu. Tu vois, quand on prend des trop grosses mauvaises décisions ou que l'on prend trop souvent des mauvaises décisions, eh bien soit on va peut-être redescendre d'un niveau, soit on va être peut-être mis un petit peu sur le côté une semaine ou deux. Or c'est pas notre but. Il faut se rappeler que c'est un plaisir pour nous d'être sur le terrain, bien avant de parler du point de vue financier, sans parler de ça, quel que soit le niveau, l'arbitre, c'est une passion d'abord d'être sur le terrain. Donc, être mis de côté, c'est toujours décevant et c'est pour ça que aucun arbitre ne va aller à un match pour flouer. Pour le saboter, soit pour flouer une équipe, soit pour le saboter, soit pour prendre
plein de mauvaises décisions. Non, ça, en tout cas, dans mon cas, je ne connais personne qui se rend à un match dans cet objectif-là. Je pense que c'est quand même logique de se dire, il ne va pas le faire parce que sinon il va être suspendu ou il va être mis de côté ou il aura un mauvais rapport et potentiellement s'il le fait trop souvent, il va redescendre de niveau. Donc ça c'est aussi important que les gens soient au courant que quand on prend trop de mauvaises décisions, oui derrière on a également peut-être il y a des conséquences à ces mauvaises décisions. Donc notre but c'est de prendre le meilleur et de faire le mieux possible. Un arbitre qui fait un bon match, il est content quand il a fini son match. Un arbitre qui se trompe, il n'y a rien à faire. Il sera pas content. Je préfère en sortie de match être content que pas content. Ça va? Voilà. Et justement, comment se font les désignations pour les matchs? Parce que on a tendance à se dire, tiens, lui, il arbitre quand même souvent telle équipe. Lui, il a quand même un penchant. Ça, c'est le côté supporter qui peut parler aussi. Mais tiens, Monsieur Lardo, il a l'air plus côté standard. Monsieur machin, il vient de signer 2 fois le standard, il va peut-être faire une compensation ou quoi. Mais déjà au niveau compensation, ça n'existe pas. Ça, je pense que consciemment, tu vois le truc. Mais... Consciemment, ça n'existe pas. Encore une fois, on reste des humains. Il y a tout l'aspect inconscient également. Et justement, on essaie de travailler là-dessus pour que ça n'arrive pas. Ensuite, au niveau des désignations, c'est très simple. Au niveau ACFF, si on prend province par province, les provinces vont désigner leurs arbitres. Pour la P1, la P2, P3, P4, quand il y a encore assez d'arbitres, en équipe de jeunes, en fonction des matchs, en fonction de l'importance de certains matchs aussi. Attention, parce que parfois, quand on vient me dire le match au sommet de la P4C entre le 5e et le 4e, on veut un arbitre et que certains clubs demandent un arbitre de P1. Faut rester aussi logique. Faut mesurer aussi l'importance du match. Mais en tout cas, les désignations, la majorité des désignations sont faites par des personnes qui essayent de déjà varier les personnes qui vont au match et de ne pas mettre peut-être un arbitre déjà la même semaine, une semaine puis l'autre dans le même club d'office. Puis il y a au niveau D3, D2, D1, ACFF et là c'est Monsieur Romain qui est le boss, le patron, le directeur de l'arbitrage ACFF qui prend le temps en semaine de voir chaque match et pour chaque match de créer un trio qui change quasiment tout le temps. Donc c'est très rare d'avoir le même trio 2 semaines d'affilée, mais quand je dis très rare, c'est extrêmement rare. Ça ne m'est arrivé qu'une fois en 14 ans d'arbitrage par exemple. Et c'était les 2 semaines précédentes. Donc je suis allé avec le même trio. Donc c'est Monsieur Romain qui décide, voilà, à ce match-là, quels arbitres j'ai de disponibles pour arbitrer telle catégorie. Donc, par exemple, si on prend un National 1, il a X arbitres pour arbitrer un National 1. Il va mettre peut-être un tel à ce match-là, un tel à l'autre match. Lui, la semaine passée, il était en National 1. Il va peut-être aller en D2 à CFF ou il peut même aller en D3 à CFF parce que le match est potentiellement 2e contre 3e. Ils sont à 1 point d'écart. Donc là, on va peut-être mettre un arbitre de National 1. Ou alors, il a un arbitre qui fait une top saison en D3 et il veut voir s'il est prêt pour aller en D2. Il va peut-être mettre cet arbitre-là pour ce match-là avec un formateur qui sera là pour l'examiner. C'est ça. D'abord le former, mais aussi l'examiner parce qu'à un moment, il faut pouvoir faire un état des lieux des compétences de l'arbitre et de la performance de l'arbitre. Et donc, il va mettre un observateur et l'arbitre qui est prometteur et qui vient de signer 3 matchs super en D3 par exemple, on va peut-être l'essayer dans tel match pour voir s'il est prêt en D2. Peut-être qu'il va sortir un super match et tant mieux lorsqu'il y aura les classements qui seront faits en fin de saison, il montera. Ou alors, non, il est pas prêt, on va lui redonner d'autres matchs en D3 pour qu'il reprenne encore de l'expérience en plus, du feeling aussi, et pour qu'il puisse se développer au mieux. Ok. Est-ce que qu'est-ce qu'on m'a demandé? Qu'est-ce qui manque aux arbitres belges pour le moment pour arriver à se hisser au niveau européen, voire international? Peut-être
ce temps plein en tant que ce professionnalisme. ce professionnalisme, peut-être, hein, Ouais. je suis pas sûr, mais peut-être le fait d'être juste arbitre et de pouvoir se concentrer à 100% sur son rôle d'arbitre. Ok. Peut-être, Ouais. je ne sais pas. Faut pas oublier que moi je suis qu'un arbitre des deux ACFF. J'ai été jusqu'en National 1. C'est vrai que j'arbitre au niveau FIFA au foot sur sable au Club Beach Soccer, mais je n'ai jamais atteint la D1B, la D1A. Mais il y a rien à faire. Ça c'est comme pour toute chose dans la vie. Plus je passe de temps sur un sujet, sur quelque chose, meilleur je vais devenir dans ce domaine. Donc je pense, ce serait logique de dire, si je passe plus de temps en tant qu'arbitre à des sessions techniques, des sessions physiques, etc., meilleur je vais devenir. Ouais. Voilà. Ok. Il y en a un qui m'a demandé, mais je ne sais pas si tu pourras me répondre, du coup, qu'est-ce qui freine l'arrivée du VAR plutôt en Coupe de Belgique? Parce je crois qu'il arrive en quart de finale. Honnêtement, je ne saurais pas te dire. Voilà. Je te l'aurais dit avec plaisir. J'ai une théorie de réponse, c'est parce que tous les terrains ne sont pas adaptés déjà au VAR. Ça, c'est une possibilité. Il y a des endroits où tu ne pourrais pas mettre 5-6 caméras. C'est ça. Et si t'as pas au minimum 5-6 caméras, le VAR, tu ne saurais pas faire. C'est beau de l'avoir, mais si t'as que 2 caméras, tu vas pas pouvoir. Déjà, le hors-jeu, tu saurais pas le voir. Si t'as que 2 caméras, tu ne saurais pas voir le hors-jeu. Il te faut au moins 3 caméras. Une caméra qui te montre le terrain complet, une caméra sur la partie droite du terrain et une caméra sur la partie gauche du terrain. Donc déjà, avec seulement 2 caméras, tu ne saurais pas faire un hors-jeu ou tracer une ligne 2D ou 3D tout le temps. Ça, c'est impossible. Et puis, ça demande aussi des sous. Il faut voir si on a les sous pour pouvoir mettre ce VAR. Je ne sais pas si on a les sous. Mais en tout cas, ça, c'est clair que mettre le VAR, ça demande un certain budget également. Il faut voir si on a ou pas ce budget. Ouais. Et, est-ce que, et de nouveau, je parle, c'est pour toi, hein, pas au nom de la CFF. Est-ce que vous êtes pour ou contre est-ce que tu es pour ou contre l'arrivée des anciens joueurs ou anciens entraîneurs pour venir aider justement le côté arbitrage, le côté VAR, etc., pour avoir le ressenti joueur du terrain sur certaines décisions? Dans quel sens? Donc, tu dirais qu'un coach devrait être dans le VAR au moment où les décisions sont prises, donc quelqu'un qui aurait son expérience de coach, qui serait là pour aider l'arbitre du VAR. Par exemple, mais jamais pour prendre une décision, mais juste pour dire, tiens, là, je ne pense pas que ça mériterait une rouge parce que on voit dans l'attitude du joueur qu'il n'a pas, c'est pas intentionnel ou quoi, et mais il y a peut-être un peu la dangerosité qui fait que l'arbitre sur le moment met rouge, etc. N'oublie pas que plus on va mettre de personnes pour prendre, ça se voit dans la société. Plus tu mets des personnes pour prendre une décision, plus ça va prendre du temps, et plus il va y avoir des désaccords. Tu vois? Donc, si tu rajoutes des gens et des intervenants supplémentaires, et c'est comme je t'ai expliqué tout à l'heure, celui de gauche dans le VAR en Belgique, le VAR opérateur, à aucun moment il intervient, à aucun moment il ne donne son avis. Et pourtant, ce sont soit des anciens arbitres, soit comme moi, des arbitres toujours actifs. Mais on n'intervient pas. C'est ça. Pourquoi? Parce que plus tu mets de personnes, plus la personne qui va devoir prendre la décision finale va peut-être avoir des doutes. Tu vois? Et je suis peut-être même convaincu que plus tu mets de personnes, moins tu auras le nombre de bonnes décisions ou de bonnes interventions du VAR. Et n'oublie pas que c'est aussi une formation. C'est une formation qu'il faut faire et il faut reformer alors toutes les personnes aux lois du jeu. Parce que tu ne peux pas être dans le VAR si tu ne connais pas les lois du jeu sur le bout des doigts. Tu vois? On en revient à ce que tu disais tantôt avec l'exercice pour les jeunes, le carton jaune, le carton rouge. C'est plus t'en as, plus c'est difficile d'arriver à 100%. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Et c'est ce que je vois tout le temps lors des formations, des initiations que je donne. À chaque moment, tu n'as jamais du 100%. Et pourtant, j'ai pris des phases, mais claires, vraiment des choses sur lesquelles normalement ça devrait tous être la même décision. Jamais. Mais il y a le côté humain qui a fait. Exactement. J'ai une dernière question et puis on passera juste sur
ceux qui veulent te contacter, les clubs qui veulent te contacter, etc. On va parler du fait d'actualité là qui s'est passé hier soir, si tu veux bien, avec ce qui s'est passé en Turquie. Donc il y a eu un match, le président est monté sur le terrain, il a mis un coup de poing à l'arbitre, il y a des images qui tournent sur Twitter, sur les réseaux. On voit l'arbitre en boule sur le terrain en train de se faire ruer de coups. Bon, déjà c'est choquant, il y a rien à faire, ça doit pas arriver. Qu'est-ce que on pourrait mettre en place pour protéger les arbitres finalement? Parce que déjà, par les joueurs, par moment, on voit qu'ils ne sont pas respectés. J'ai une image très précise d'un joueur de Paris qui arrive sur l'arbitre, qui le pousse, qui fait toi tu ne touches pas, et qui prend même pas de carton jaune finalement. Parce que je pense que l'arbitre est aussi sur le coup, il y a l'intimidation, il y a tout qui joue. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour protéger les arbitres? Parce que le rugby, qui est pourtant physiquement plus violent, j'en ai jamais vu un seul se ruer sur l'arbitre et aller lui parler. C'est marrant parce que hier soir, lors du débat qu'on a eu, on a eu exactement la même comparaison du rugby et du foot, où au rugby, c'est rare, voire quasiment inexistant, le fait d'aller râler, d'aller parler tout le temps avec l'arbitre. Et si je me rappelle bien, au niveau des règles, il n'y a que le capitaine qui peut aller discuter avec l'arbitre, sinon, c'est carte directement pour le joueur. Moi, je pense que l'exemple, il doit venir d'en haut. Ok, oui. C'est clair. L'exemple, il doit venir d'en haut parce que les gens, qu'est-ce qu'ils regardent? La majorité des gens, ils vont pas voir une P2 jouer. Non, ils regardent les matchs de D1. Si l'exemple vient d'en haut, c'est-à-dire peut-être des arbitres moins compréhensifs avec tout ce qui est râlerie, discussion, etc., et qui agissent plus vite. Donc, au niveau de la sanction, peut-être que les gens, au fil du temps, parce que ça ne viendra pas tout de suite, hein. Ouais, non. Si tu mets ça en place, ça ne viendra pas tout de suite. T'as beau dire, on a beau dire, oui, mais ils discutent carte jaune. Mais il y en a qui vont continuer. La preuve, quand le VAR a été mis en place, ça n'a pas été du jour au lendemain que les joueurs ont arrêté de se marcher sur les pieds, de se tirer, etc., ou de se mettre des coups en douce. Ça a été progressif. Donc, si on intervient plus vite avec des jaunes, peut-être, les gens, finalement, et plus vite pour mettre dehors les joueurs également, peut-être que les gens vont, au fur et à mesure du temps, comprendre. Ça, c'est une première chose. Mais, attention, parce que quand les arbitres refusent la discussion ou sanctionnent rapidement au niveau des cartons jaunes pour discussion, pour le fait de râler auprès de l'arbitre, les gens disent l'arbitre est un robot. Les gens disent l'arbitre n'est pas accessible et les gens disent que l'arbitre n'est pas humain et qui n'est pas psychologue. Combien de fois on n'a pas entendu à la tribune, encore ce week-end, sur c'est la une ou la deux, c'est la une, oui. Sur la une, où les consultants disent sur ce cas-ci, il n'a pas été psychologue ou pédagogue avec le joueur. Mais est-ce que c'est son rôle? En fait, la question, elle est là. Alors, est-ce que c'est le rôle? L'arbitre, le premier rôle de l'arbitre, c'est de faire appliquer un règlement. Et de tenir le match. Exactement. Il faut pas oublier que l'arbitre reste un humain, que les joueurs restent des humains également. Parce que si on veut respecter le règlement à la lettre, à 100%, on se retrouve avec 20 cartes jaunes par match. Oui. Et peut-être 20 cartes jaunes par match. Et 5 exclusions pour des doubles jaunes. Moi, je crois qu'on a eu ce cas ce week-end. On a eu le cas le week-end en D1B. Avec Berscott, je pense. C'est ça, Berscott Danes. Et les gens sont choqués. Et les gens dans les commentaires insultent l'arbitre. Perso, je suis pas choqué, mais voilà, c'est juste mon avis. Oui, mais quand on regarde les commentaires sur Facebook, bien sûr. L'arbitre passe pour un clown. Alors qu'il ne fait qu'appliquer le règlement. Et que lui, en son âme et conscience, a pris ses décisions. Donc, pour en revenir à ce que tu m'as demandé, est-ce que l'on ne devrait pas sanctionner plus vite? Peut-être. Mais l'arbitre passerait alors encore plus pour un robot et perdrait peut-être encore plus ce côté humain. Ouais. Maintenant, encore une fois, peut-être que c'est la bonne solution et peut-être qu'en 3-4 ans, les gens arrêteraient ou diminueraient au niveau des discussions. Ou alors une autre solution qui est
et qui va être testé, il me semble, en Italie, c'est le carton blanc. L'exclusion temporaire. L'exclusion temporaire. Attention, c'est bien d'exclure quelqu'un, mais est-ce que ce n'est pas encore une fois déplacer le problème? Parce que s'il râle sur le terrain, si c'est un râleur, Il va râler en dehors. il sera sur le côté, il va râler en dehors. Oui. Il va râler en dehors. Donc il faut voir comment passer d'un carton blanc à un avertissement ou à une exclusion également. Parce que déplacer le problème, c'est bien, mais il va continuer à ennuyer l'arbitre sur le côté. Donc, il faut voir. Tout ça, c'est une réflexion que les gens de la FIFA doivent avoir sur comment, entre guillemets, protéger un peu plus les arbitres. Et puis, il n'y a rien à faire. Il faut que les coachs également, parce que qui donne l'énergie à une équipe, c'est le coach. Qui donne l'énergie à son public et aux gens qui supportent l'équipe, c'est le coach également. Et il faut que le coach soit sensibilisé à la fonction d'arbitre. Et comment? Dans leur formation, dans leur diplôme, dans leur passage de diplôme, les faire arbitrer. Avoir une réflexion sur ce qu'ils ont vécu en tant qu'arbitre. Faire une initiation sur les lois du jeu. Faire en sorte qu'ils connaissent les lois du jeu. Parce que, entre nous, il n'y a pas un coach sur deux qui connaît correctement les lois du jeu. C'est clair. Ça, je ne me mouille pas en disant il n'y a pas un coach sur deux qui connaît correctement les lois du jeu, et même en D1. Hein. Je pense que même les footballeurs en amateur, il y a plein de zones grises, entre guillemets. Il y a des zones grises, et puis à chaque modification du règlement, quand on agit différemment, il y en a qui nous prennent qui nous regardent avec des yeux de merlan frit. Mais tu connais pas ton règlement, bref. Et le règlement, il change chaque année. Chaque année, il y a des mises à jour. Chaque année, il y a des évolutions dans le fait de savoir juger hors-jeu, du moment où le hors-jeu est effectif ou pas, du moment où il y a une faute de main, ça, les fautes de main, du moment où il y a une faute de main ou pas. Je pense que sur les 3 dernières années, ça n'a pas arrêté de changer. Chaque année, par rapport aux fautes de main, soit il y a eu des éclaircissements, soit il y a eu des changements, et là, je comprends que c'est difficile pour tout le monde de connaître correctement le règlement quand il évolue chaque fois. Mais il faut quand même être au courant de ces modifications. Maintenant, je te parle en province de Liège parce que je viens de cette province-là. Je sais qu'il y a les ententes les ententes, ce sont des rassemblements de clubs qui organisent et qui convient les clubs à des sessions d'information sur les modifications des lois du jeu. Ça, c'est bien. Oui. Sauf que... Personne qui vient. Ben non, ils se retrouvent à quoi? À 10? Sachant qu'il y a quasiment 200 clubs, il me semble, en province de Liège. Ils se retrouvent à 10. Alors ça sert à quoi? Si les gens ne sont pas intéressés, mais continuent à râler. À un moment, on ne fait rien. Mais quand on fait, vous ne venez pas. Donc, où est la solution? Tiens, ton avis sur les fautes de main? Moi, je suis partisan que dès que ça touche la main et le bras, on siffle. Mais je me fais lyncher pour ça. C'est pas possible. Parce que alors les joueurs, parce que les joueurs font ce qu'ils veulent du ballon. Vont shotter volontairement dedans. Mais bien sûr. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Les joueurs font il y a des joueurs qui font ce qu'ils veulent avec le ballon. Même en course rapide, même dans toutes les situations. Donc, s'il suffirait de shotter sur la main d'un défenseur, en plus, on peut pas obliger un défenseur à défendre comme ils font maintenant, les bras dans comme certains font, les bras dans le dos. Non, c'est pour ça que dans le règlement, on parle tout le temps de position naturelle ou pas. Mais il n'y a rien à faire. Les fautes de main, c'est un sujet compliqué. C'est éternel. Et si on ne se met pas à la place de l'arbitre, c'est difficile de comprendre. N'oublie pas qu'en match, c'est... Ah oui, c'est en une seconde. Même pas. T'as pas une seconde. C'est la balle touche et... Parfois, c'est simple. Le bras, il est écarté comme ceci. Il y a un mouvement du bras vers le ballon. Ça, c'est le plus simple. Mais quand tu as un shot, que la balle va du 70, 80, 100 km/h, et que tu suis le ballon, et dans le moment où tu suis le ballon, tu vois un joueur qui fait peut-être un mouvement. Mais c'est une folie pour juger ça. Mais tu n'as même pas une seconde pour juger ça. Donc, c'est un truc hyper difficile. Et il y aura toujours des erreurs. Mais il faut que les gens soient indulgents.
Parce que, et quel que soit le niveau, hein. Ok, en D1, ils sont formés, ils ont un salaire, etc. Mais quand ils sont jeunes, ça reste humain. Oui, mais quand ils sont jeunes, qui commencent, ils ont 25 € pour arbitrer. Ouais. Ils commencent, ils se lancent dans quelque chose, ils ont 25 € et les gens attendent de la perfection. De la perfection pour un match où les joueurs vont rater une passe sur deux. Ou alors vont rater un tir en étant juste devant le goal et la balle va monter comme une fusée au-dessus de la latte. Et qu'est-ce qu'on va dire pour eux? Ok, c'est pas grave, la prochaine, elle sera dedans. Ouais. Et pourquoi est-ce que pour l'arbitre, on va pas dire ok, la prochaine, tu la verras correctement ou tu siffleras correctement? Ouais, bien sûr. Donc il faut pouvoir être indulgent avec l'arbitre également. Je crois que ça peut faire un très bon mot de la fin. Soyons indulgents avec nos arbitres. Soyons indulgents avec nos arbitres. C'est très important. Et c'est comme ça que les gens créeront un climat positif. Et quand le climat sera positif sur le terrain et en dehors du terrain pour l'arbitre, on va avoir le nombre de candidats qui augmentera. Clairement. En parlant de candidats, les gens qui veulent s'inscrire, ils passent par où? Par Alors, pour s'inscrire à l'arbitrage, c'est très simple. Je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo, vous ne tracassez pas aussi. Donc, pour s'inscrire à l'arbitrage, il faut aller sur le site soit ACFF, et là, il y a la rubrique arbitrage. Là-dedans, vous avez tous les projets qui sont mis en place, les stages, les initiations, le projet Ref Ambassador, mais également le bouton pour cliquer « Je deviens arbitre ». Je clique dessus et vous êtes redirigé alors vers notre site d'inscription, c'est « Je deviens arbitre ACFF ». Bon, il suffit de remplir le formulaire. Okay. Et une fois que le formulaire est rempli, il vient chez moi. Moi, je vérifie un peu quelques données. Et puis, je les contacte. Je parle avec eux. Premier contact téléphonique. Je leur explique comment va se passer la formation, les documents qu'ils doivent m'envoyer également. Je suis hyper disponible. Je leur donne mon adresse mail, mon numéro de GSM privé. Ils peuvent me téléphoner à n'importe quel moment. Je serai toujours là pour répondre à leurs questions. Donc, ils sont super suivis, ils sont super accompagnés. Et comme j'ai dit, la formation, elle se déroule en 3 étapes. C'est l'e-learning de chez eux, à leur rythme. S'ils veulent prendre 1 mois pour le faire, ils prennent 1 mois. S'ils sont super motivés, qu'ils veulent le faire en 2 jours, ils le font en 2 jours. Il y a 4 heures de vidéo à regarder. Ouais, ça va. Ça va. Surtout en 2023. Ensuite, ils ont la visioconférence avec moi. Et après, il y a l'examen en présentiel. C'est tout. Et pour les clubs, donc en Wallonie, côté germanophone aussi, qui voudraient une session pour les simplement me contacter sur mon adresse mail que je te donnerai, tu pourras le mettre en description. Me contacter sur cette adresse mail-là, on discute, on me dit ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut une initiation uniquement à travers une présentation vidéo, quelque chose de très interactif. Je vais en club, on fait ça dure 1h30, 1h45. C'est à eux d'amener du public. Moi, j'amène la vidéo, matos, etc. Et on discute, on fait ça. Et c'est très, très interactif parce que je ne veux pas venir devant des gens et expliquer. Voilà, non, ça ne m'intéresse pas. Je veux qu'il y ait du débat. Ou alors, on fait une session pratique et théorique. Donc, après la session en buvette sur l'écran, on passe sur le terrain. Les jeunes ou les moins jeunes s'essayent à prendre des décisions dans un circuit de prise de décision et se mettre réellement à la place de l'arbitre. Ils me contactent, on bloque une date et je viens gratuitement dans les clubs. Voilà, je crois qu'on peut pas faire mieux de toute façon. Voilà. En promotion de l'arbitre. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir accueilli, d'avoir parlé ouvertement de tout ça avec moi, qui suis néophyte en arbitrage finalement. C'est un vrai plaisir de parler toujours d'arbitrage, mais merci de mettre un peu l'arbitrage aussi en avant grâce à ta vidéo. Donc voilà. Comme je dis, moi, je veux toucher tous les acteurs du monde du foot, donc l'arbitrage en fait partie, et je trouvais vraiment ça important d'avoir aussi cet aspect-là. Merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve très vite pour une autre interview. Je ne sais pas quand, ça va arriver avant les fêtes, ne tracassez pas. À la prochaine, ciao. Voilà.